Salut Paul, comment tu vas? Hello. Très très bien, toi Nico. Bah super, je suis ravi de t'accueillir pour, on va dire ce premier épisode, nouvelle version de Side Business Facile à 2024. distance. Donc aujourd'hui, ben voilà, on a le plaisir d'accueillir Paul de Tot SEO. Si vous connaissez pas encore, ben, vous allez tout savoir aujourd'hui sur Paul, en tout cas beaucoup, et aussi sur son outil qui sert beaucoup dans le domaine de la création de side business, en tout cas sur tout ce qui est création de sites de niche, référencement. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Paul, est-ce que tu pourrais un peu te présenter rapidement Ouais, dans un premier absolument. temps? Très bien. Aujourd'hui, je suis consultant SEO. J'ai que quelques clients triés un peu sur le volet, on va dire, parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de demandes de par mes posts sur LinkedIn, etc. Et à côté de ça, j'ai un SaaS, entre autres. Donc, en fait, un qui est pas mal commercialisé, qui s'appelle Tot SEO. Quelques petits business à droite à gauche sur de la vente de leads, du e-commerce qu'on stocke chez mon frère. Enfin, pas mal de petits business. Et tout ça, en fait, qui compose toutes mes journées, à tel point que maintenant, j'ai plus vraiment de main business, j'ai plein de petits trucs. Et voilà, ça rythme mes journées. Et j'essaye d'intégrer tout ça dans une vie avec pas mal de sport, pas mal de une dimension sociale, de voyage, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui on va parler side business, mais euh, bon, je sais pas pour rien que j'avais envie de faire venir Paul ici. Puis Paul, il est un peu aussi, je sais pas quel terme il faut utiliser, parrain, mentor, peu importe. En tout cas, il soutient de près, de loin Side Business Facile, notamment par effectivement une philosophie de vie qui est hyper alignée avec un peu ce que j'ai aussi envie de partager, c'est-à-dire faire des projets, s'amuser à lancer des trucs, à tester des choses, à évoluer, à apprendre, à suivre les tendances de ce qui se fait aussi. Et puis aussi, bah, des voyages et une vie aussi à côté où on fait des choses qui nous plaisent. Notamment, tout ça est possible aussi grâce aux différents side business qui, on va le voir dans ton cas, hein, qui créent des sources de revenus en partie, je vais pas dire passif, parce que parfois c'est facile à dire ça, mais quand même réellement, il y a Ouais. certaines lignes de revenus qui sont quand même très fortement décorrélées, en tout cas du temps que tu mets aujourd'hui dedans. Ouais, puis Du il y en coup, a où, où ça amène pas du revenu, mais ça amène de la liberté, du temps, et c'est tout aussi précieux quand tu essayes de structurer un peu ta vie, ouais. ce qui est important. Du coup, si on vient vraiment un peu maintenant side business, tu peux un peu raconter peut-être comment tu as commencé, comment tu es tombé là-dedans dans le side business, c'est quoi peut-être le premier projet que tu as lancé? Parce que tu as quel âge? Tu pas parlé de ton âge, tu es encore jeune aussi, hein, du coup. J'ai 26 ans là, Ouais. tout juste. Du Et coup, ouais, c'est c'était jeune quoi comme ton ça premier parle. side business? Le premier, en vrai, rétrospectivement, c'est toujours un peu facile de se dire, ah, je pense que c'est ça qui m'a influencé, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse dimension. J'ai eu une éducation un peu spéciale parce que j'ai terminé en école Montessori. Je sais pas si les auditeurs connaissent ou quoi, mais c'est des systèmes pédagogiques qui sont quand même très différents, où on Pédagogie apprend avant active, ouais. tout et ouais, c'est ça, et l'amour d'apprendre, beaucoup plus qu'un programme quelconque. Et du coup, bah, ça donne lieu à des formations un peu différentes. Si t'aimes bien dessiner, bah, t'apprends à dessiner dans le sable, à dessiner des légumes pour apprendre le nom des légumes. Enfin, c'est plein de trucs un peu différents. Et en fait, comment j'étais arrivé là, c'est que mes parents m'ont toujours laissé choisir mes écoles, mais même depuis tout petit. Je pense que j'ai fait 8 écoles primaires, parce que quand je voulais changer, je changeais. Heureusement, du merci, ils se sont arrangés pour que ça fasse pas un enfant roi trop compliqué. Mais au final, la méthodologie Montessori m'avait trop plu et j'ai fait les 3 dernières années de primaire là-bas. Super, ouais. Et en fait, très tôt, ils m'ont dit, bah, si tu veux, je sais pas, des cartes Pokémon ou quoi que ce soit, bah, je devais rendre un service en échange. C'était mes premiers boulots, laver une voiture, etc. Et rapidement, donc c'était au collège, ou fin de collège, début de lycée, j'arrivais plutôt bien à mobiliser mes frères sur des projets un peu bancal, banco. Et alors, le premier side business qui n'a pas du tout marché, c'était, on avait creusé des grosses galeries dans notre jardin pour trouver de l'or. Le but, c'était de le revendre derrière, ce qui paraît que c'était super cher. Mais quand je dis grosse galerie, on rentrait en intégralité dedans. On avait mis les étais, etc. Mon père paniquait parce qu'il avait peur qu'au moindre orage, ça s'écroule sur notre tête. Ça, c'était le premier business, donc gros échec, forcément. Euh, Ensuite, celui qui a plutôt bien marché, on avait, en gros, j'ai un gros terrain chez mes parents avec plein d'orties. Et on a coupé tous les orties avec mon frère. On a acheté une piscine à Emmaüs, tu sais, les piscines en plastique là, et on a fait du purin d'ortie dans l'espoir de le revendre aux mairies ou aux agriculteurs du coin, etc.
Aucune étude de marché. Bon, forcément, on savait pas du tout si ça allait intéresser, mais on s'est juste dit, allez, on va vendre du purin d'ortie. Parce qu'on avait l'avantage d'avoir une matière première gratuite. Sauf que, en fait, il s'avère qu'on avait mis la piscine très proche de la maison. Le purin d'ortie, ça pue la mort. Et du coup, dès que ça commençait à être un vrai bon purin, bah, ça sentait dans toute la maison. Donc, nos parents nous ont laissé le choix. Bon, soit vous allez le vendre maintenant, soit on dégage la piscine. Et on est allé voir les mairies, qui nous ont dit, bah, pourquoi pas, ça peut nous intéresser. On a testé notre purin, et en fait, ça tuait toutes les plantes. Donc, on a changé on a fait un petit pivot et on s'est dit, bah, en fait, ça va être un désherbant. Ça va pas être du purin d'ortie pour faire exploser les croissances. Le produit correspond pas. Du coup, ça va devenir un désherbant. Au final, la mairie était d'accord pour tester. On leur a jamais donné suite parce qu'on était parti faire une cabane ou d'autres trucs. Mais voilà, mais ça, c'était. En fait, toute mon adolescence, j'ai fait des petits projets comme ça pour aller vendre soit à des plus grands comptes institutionnels, genre mairie, soit des petits agriculteurs du coin. Il y en a où ça marchait, il y en a où ça marchait moins. Mais voilà où j'en suis. Et du coup, tout ça pour dire qu'à la fin, j'ai un peu additionné ce genre de petit business. J'ai terminé pendant mes années d'études sup, où j'ai fait master entrepreneuriat et licence de management business. Donc c'est globalement c'est des parcours un peu pipeaux où tu as des cours de marketing bateau, tu fais des PowerPoint, des trucs comme ça. Mais en fait, l'avantage que j'avais sur ces années d'études-là, c'est que j'étais dans des licences où j'avais pas trop de mal. En fait, personne n'avait trop de mal à s'en sortir au niveau notes. Et on avait surtout beaucoup, beaucoup de temps. Et avantage incroyable, des profs qui disaient que si on n'était pas en cours, c'est qu'on faisait d'autres trucs intéressants. Et du coup, on avait des promos ultra soudés en mode entrepreneur, où effectivement, quand on n'était pas en cours, c'était qu'on montait des petits projets, on faisait des C'est assos cool. ensemble. Et ouais, c'était ultra riche, un peu dans la pédagogie Montessori, mais pour études sup, où tu sais que tes apprenants, ils sont matures, donc tu peux leur faire confiance là-dessus. Et j'ai toujours été dans cette optique d'avoir des matières premières gratuites. Vraiment, tous les sites que j'ai montés, c'était ça. Et un des trucs ultra scalables avec un coût très très faible, bah, c'est les SaaS, où grosso modo, tu vends du mot de passe. Tu as quelques coûts pour des API si tu veux te faciliter la tâche. Tu peux changer si jamais tu as besoin de réduire les coûts pour vraiment augmenter ta marge, ce qui est quand même très très rare. Mais les SaaS, en fait, ça s'est un peu imposé comme une évidence. Je ne savais pas coder du tout, mais le sujet me plaisait de faire un truc réplicable à l'infini qui ne me coûte rien. Donc c'était a priori ultra bénéfique. Tu Euh, peux dire en deux mots, c'est quoi concrètement un SaaS pour les gens qui, parfois, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le mot, en fait. C'est quoi un ouais, bien sûr. SaaS? Bah, ça, c'est Software as a Service. Donc, c'est en gros tous les services qu'on utilise. Par exemple, Netflix. Netflix, c'est un SaaS, il a été créé une fois. Il a des coûts de maintenance, de serveur, etc., de renouvellement des films. Mais globalement, si aujourd'hui il arrête de produire quoi que ce soit, de dépenser en marketing, ça coûte rien, le logiciel est créé. Par contre, les gens continuent de payer. Et c'est intéressant. Google, c'est un logiciel, on va pas l'appeler un SaaS. Et à beaucoup plus petite échelle, Riverside, sur lequel on enregistre le podcast, c'est un SaaS. On paye un abonnement tous les mois et puis on exploite le code, le logiciel qu'ils ont fait. Et Ok. je ne sais plus qui avait dit ça, et j'ai tombé sur un document qui disait que pour faire des produits qui fonctionnaient, il fallait soit faire gagner du temps, soit faire gagner de l'argent, soit faire gagner de l'ego. Et bon, gagner de l'ego, ça m'intéressait peu. Gagner du temps, gagner de l'argent, vachement plus. Après, maintenant, il faut trouver les idées qui permettent de faire gagner ça aux gens, de manière assez concrète, pas Mhm. dans des trop long termes, parce que, ou alors il faut avoir un discours marketing adapté. Et voilà, et du coup, fin de parcours, j'ai commencé à coder des petits trucs pour des missions en freelance à droite à gauche. J'ai, alors, je codouille, mais je pense que n'importe quel dev qui aujourd'hui voit mon code s'étouffe, mais ça marche. Et du coup, bah, j'arrive à créer des outils de plus en plus rapidement et surtout à comprendre mon marché un peu, enfin, de plus en plus en profondeur pour faire des outils qui collent à chaque usage. Et bah, heureusement, plus tu avances, moins tu as d'échecs dans tes sides. T'en as qui te rapportent beaucoup, t'en as qui te rapportent moins, mais t'en as quand même vachement moins qui échouent totalement à force de faire. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, bah, du coup, j'ai créé TOT. C'est un peu le plus abouti des SaaS publics. J'ai pas mal de tools en interne, mais qui a pour but de me rémunérer, c'est sûr. Ouais, ben ça va être le focus, évidemment, de cette interview, ça va être Tot SEO, mais quand même, avant d'arriver à Tot SEO, parce que bon, Tot SEO, il y a le mot SEO déjà dans le nom du SaaS, mais tu pourrais me dire un peu, parce que tu as fait d'autres choses avant, tu en as parlé dans l'intro, tu as parlé de projets avec ton frère, je sais que tu as créé des sites que tu monétises aussi grâce au SEO, peut-être donner un peu Ouais, quelques exemples déjà aussi
comment tu es tombé dans le SEO? Euh, Quels ont été tes premiers projets là-dedans? Qu'est-ce qui te rapporte aujourd'hui? Quel genre de monétisation tu as fait? Et pourquoi finalement tu en es arrivé peut-être à créer cet outil, j'imagine, peut-être en partant de problèmes que toi-même tu avais dans ce milieu-là et que tu as voulu résoudre. Et tu te dis, tiens, mais il y a peut-être un truc à faire dans le domaine du SEO pour résoudre des petits problèmes que tu pouvais avoir toi-même. Ouais, bah, c'est exactement ça. Du coup, il y a beaucoup de questions, mais la base du SEO, en gros, j'étais à Lyon en première année de licence et je faisais pas mal de meet-up. C'est des rassemblements d'entrepreneurs, t'en as un qui pitch un sujet, souvent pour vendre sa cam. Des fois, c'est vraiment genuine pour apprendre des choses aux autres. Et là, je tombe sur un gars qui s'appelle, je me demande si c'est pas Kevin Jourdan, le gars, je sais plus. Mais il me semble que c'était peut-être ça et qui nous parle du SEO. J'avais jamais entendu parler de ça de ma vie, mais il nous explique que c'est magique en fait. Tu donnes à Google ce qu'il veut, il te positionne et tu as du trafic gratos sur bah, vraiment cette notion de ça coûte rien. J'ai adoré ça. Enfin, toujours, mais tu vois, ça m'a toujours un peu trigger. Et bref, et du coup, je me dis, mais c'est génial, faut juste comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Tu leur donnes ce qu'ils veulent et derrière, tu te positionnes. C'est magique. Du coup, après ces meet-up-là, tu as toujours des petits apéros où les gens discutent, parlent de leur bise, etc. Network essayent globalement encore de vendre leur cam. Et t'en as un qui dit bah, en ce moment, j'ai des missions pour des taxis motos. J'ai besoin de création de contenu SEO. Je me dis bah vas-y, c'est l'occasion, on va s'y mettre. Du coup, je vais le voir. Je lui dis bah écoute, si tu veux, je peux m'en occuper, je connais le truc et je peux gérer la création des contenus. Bon, c'était mensonge éhonté, mais bon, moi, ça m'a lancé dans ma carrière. Il accepte. Alors là, pourquoi? Je ne sais pas. Et au petit moment de panique, du coup, parce que c'était quand même un contrat à 1000 balles de rédaction SEO. Il y a une heure, je ne sais pas le mot. Du coup, la fac était ouverte. Je vais prendre un livre qui s'appelait Réussir son référencement web 2012 d'Olivier Andrieux. Olivier, ouais. Et je le lis, mais en 2 jours, le lendemain. À ce moment-là, j'étais en stage à l'incubateur de l'Université Lyon. Et j'étais pas allé au taf, je lisais le livre à fond, à fond, à fond. Au bout d'une journée, bah, j'ai fini le livre, il y avait pas mal de pages. Et j'ai commencé à recruter des rédacteurs, parce qu'en fait, je me rendais compte que j'allais pas rédiger mes 50 articles sur le taxi moto moi-même. Et bah, ça s'est très bien passé. Globalement, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des rédacteurs qui ont bien suivi les consignes que j'avais tirées du livre. Donc je leur disais, bah voilà, là, il Tu faut les as écrire trouvés comme ça. comment? De quoi Facebook. Facebook, j'avais mis une annonce. J'étais même pas sur les groupes rédacteurs ou quoi, je sais plus comment j'avais trouvé les rédacteurs, mais j'en avais deux Magali, qui m'ont vraiment bien aidé et m'ont sauvé les fesses sur ce dossier. Et du coup, bah, 2 semaines plus tard, on rend les articles, ça s'est très bien passé, j'ai encaissé mon premier chèque. Entre-temps, j'ai créé ma micro-entreprise parce que bah, il fallait facturer, pareil, ça a découverte. Et voilà le lancement. Et ensuite, Je vais t'interrompre, je fais une mini pause parce qu'en réalité, je trouve cet exemple super intéressant. Euh, et je pense que c'est sans doute un des éléments qui fait que tu as du succès aujourd'hui sur ce que tu entreprends. C'est, tu l'as dit, quoi. Je découvre le SEO. Quelques minutes après, j'ai déjà vendu un truc sur une matière que je connais pas. Et on verra comment après, quoi. Et en mm, fait, la plupart des gens, tu vois, c'est un peu ça l'erreur. Ils font tout l'inverse, c'est-à-dire ils vont découvrir un truc, ils vont creuser le comment pendant des mois avant de peut-être se dire ouais, je vais faire un truc. Et au final, en fait, souvent il se passera rien. Et ça me fait penser exactement la même histoire d'un tout premier side business que j'ai lancé en SEO. C'est la même chose. C'est en réalité, j'ai vendu des sites web, j'en avais jamais fait, ok. basé sur une rémunération en partie qui va être basée au résultat pour mouiller le maillot. Et c'est quelque chose qui me rapporte encore du revenu aujourd'hui, tu vois. Et moi, je te parle de 2016. Pareil, je dis, on va faire ça, mais comme en fait, je ne peux pas dire que je suis pas sûr de ce que je fais, on va le faire à peu près pour rien. Mais par contre, si ça fonctionne, je veux toucher une partie de ce que ça va générer. Et aujourd'hui, j'ai encore des royalties de ce projet. Et c'est pareil, c'est cet état d'esprit, en fait, de qu'est-ce qu'il y a à perdre finalement? Pas grand-chose. On verra bien, je me lance. Pire, je lui rembourserai ces 1 000 euros. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, voilà. Mais continuons du coup l'histoire. Next, donc tu lances premier article Taxi Moto. Et puis, c'est Ouais. quoi la suite? Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, et après on referme la parenthèse, mais c'est vraiment un super bon moyen de se lancer au résultat. Et quitte à faire du résultat à 100%, tu vois. Et au moins, le gars n'a rien à perdre. Si c'est carré, de toute façon, alors, si c'est des grosses sommes,
ça pose toujours des problèmes. Je connais pas un SEO qui n'a pas eu de problème avec des contrats à la performance avec des gros montants, on parle de, je sais pas, 10 000 balles par mois, où le gars, ça le fatigue pas de payer 10 000 balles par mois pour un truc que le gars a fait il y a 2 ans. Moi, j'ai un contrat comme ça qui me rapporte bien, où je m'entends super bien avec les cofondateurs parce qu'on habite au même endroit, parce qu'on va faire du sport ensemble, parce que je suis sur le biz depuis le tout début. Mais à part ça, à moins d'être dans ces conditions de confiance énormes, ça posera un problème. Et par contre, à terme, par contre, pour se lancer, c'est trop bien. Enfin, t'as énormément de boîtes qui sont prêtes à payer, je sais pas moi, jusqu'à 2000 balles par mois sur des contrats à la performance si tu performes. Sinon, ils ne payent pas et c'est hyper sécurisé. Je reviens à mes taxis moto. Du coup, je me dis, bah, en Ouais. fait, c'est facile. J'ai à apprendre un truc, je forme d'autres gens à le faire, et ensuite, je gagne des sous avec ça. La question, c'était, bah, les rédacteurs, c'est quand même un gros coût, tu vois. Moi, on me paye 1000 balles. Je pense que j'avais reversé peut-être 600 aux rédacteurs. Et par contre, moi, vu que j'avais facturé 1000 balles, et bah, j'avais payé mes 25% d'impôts. Enfin, non, alors, c'est pas ça. J'avais l'ACRE, du coup, j'avais payé pas d'impôts à l'époque parce que c'était exonération totale ou quasiment. Par contre, j'avais fait mes calculs, ok, si je refais ça quand j'ai plus l'acre, je gagne zéro. Voire pire, je perds de l'argent en payant mes impôts et en payant mes rédacteurs. Donc il y a quand même un souci, un sujet. Et je me dis, bon, bah, on va faire une plateforme de rédaction, les gens contacteront les rédacteurs et feront leur bise ensemble. Et moi, je prends une commission au passage pour avoir soit accès à la plateforme, soit pour être présent sur la plateforme pour les rédacteurs. Il y aura sûrement un moyen de trouver des sous à un moment, mais on va déjà faire cette plateforme-là. Du coup, je monte un site sur Wix, premier site web de ma vie, pour faire en gros un annuaire de rédacteurs. Et la seule condition pour être présent sur l'annuaire, c'était de passer un ensemble de tests que j'avais fait sur Google Forms en reprenant vraiment point par point les chapitres du livre d'Olivier Andrieux. Et si les rédacteurs avaient une note satisfaisante, je les mettais sur l'annuaire. Bon, ça a pas mal marché. J'ai fait quelques commandes. On est monté jusqu'à une centaine de rédacteurs sur le site Wix qui pétait tout le temps. Et en fait, au final, je me rendais compte que je gagnais des noisettes. Les rédacteurs se trouvaient pas assez payés, les clients trouvaient qu'ils payaient trop. Moi, au milieu, bah, je gagnais quasiment rien parce que de toute façon, je me faisais assassiner par les impôts. Du coup, enfin, ça m'intéressait de moins en moins, ce taf. À ce moment-là, j'ai mon père qui. Donc, mes deux parents sont vraiment entrepreneurs dans l'âme. Ils ont tous les deux soit un mi-temps, soit que plein de business. Et mon père lance un nouveau business de tiny house. Donc, il avait rénové pas mal de maisons. Il s'est dit, bon, ça, c'est un truc qui me parle. C'est dans l'écologie, c'est dans le minimalisme. Je vais aider à faire des tiny house. Du coup, il avait besoin d'un site. J'ai fait le site, j'ai référencé le site. C'était ma première vraie référence en consultant SEO. Donc, hyper satisfaisant parce que le premier site, on était premier sur Tiny House Savoie, Tiny House Isère, et il y avait pas mal de recherches. Donc, ça l'a lancé son biz. Ça fait 7 ans maintenant, je crois qu'il est sur ce business-là. Pareil, ma mère se lance dans la médiation animale. Du coup, bah, je fais son site, je référence le site, puis ensuite ils ouvrent un gîte, du coup je fais le site, je référence le site, et puis petit à petit je monte en compétence sur des sujets. C'était toujours de la requête un peu locale, donc tu vois, médiation animale Savoie, Mm. phobie des chiens, gîte à Chambéry, des choses comme ça. Du coup, j'avance, je monte en compétence, et j'aide des copains sur le sujet, et de bouche à oreille, globalement, je capte mes premières missions SEO. Et là, arrive un gars qui me parle de stratégie SEO, mais que je trouvais super sombre à l'époque, en content spinning. Donc, content spinning, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, je fais un texte un peu souche avec des variations. Donc, par exemple, il fait beau dehors. Tu as plein de manières de le dire. Tu peux dire, il y a du soleil à l'extérieur. Il n'y a pas de nuages. Il fait beau à l'extérieur. Il fait beau dehors. Il fait très beau temps. Tu vois, tu as plein de manières de faire. Le content spinning, ça consiste à créer un texte qui inclut toutes ces variations. Donc c'est un enfer à rédiger, hein, tu as des accolades, des traits partout. Ouais, j'ai déjà fait ça, je vois très bien. Ouais. Ah bah voilà, tu vois à quel point ça bouffe ton âme de rédiger ce genre de truc. Mais par contre, une fois que tu as Master ton spin et machin. Ouais, ouais. exact, et bah tu peux générer des centaines de milliers de pages si tu veux. Tu as un petit enjeu de sélectionner les textes uniques parce que souvent les générations sont aléatoires. Du coup, tu peux avoir sur 800 mots bah, des textes très très proches. Ou bah, si tu as des bons algos, des textes suffisamment uniques. Bref, Je du coup, vais, ce je vais donner gars, un exemple aussi très concret là-dessus ouais, de vas-y. l'utilisation, parce que j'ai fait aussi ce genre de truc. Ben, en gros, par exemple, imaginons tu lances un service de taxi ou une plateforme de taxi, comme tu expliquais, et tu veux avoir, par exemple, taxi aéroport Lyon-Paris, taxi aéroport, et toutes les variations que les gens pourraient taper sur les différents types de taxis. Machin. Et en fait, ce que ça va faire, pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Il faut expliquer pourquoi on fait du master spin ou
du content spinning, c'est en fait pour pouvoir venir indexer plein de pages sur des requêtes uniques que d'autres concurrents ne vont pas prendre. Les autres concurrents vont pas prendre la peine d'aller faire une page sur taxi, aéroport, je sais pas, Paris-Lyon, taxi, aéroport, Lyon et toutes les villes qui sont autour, etc. Il y a peut-être peu de recherches, mais il y a des gens qui recherchent. Et en fait, le principe du Masterpin, c'est en fait d'aller indexer plein de pages sur toutes ces requêtes qui vont nous permettre, en fait, d'être chaque fois potentiellement numéro un parce qu'on va aller vraiment se positionner sur la requête unique en ayant fait une page dédiée à ce mot-clé dans Google. Et du coup, on peut, entre guillemets, on peut flinguer la concurrence parce que personne va faire l'effort d'aller rédiger des centaines de pages. Et après, évidemment, il y a le revers de la médaille de Google. Hein. C'est des techniques un peu borderline. Il ne faut pas trop jouer avec ça parce que sinon, on peut se faire complètement dégommer. Mais c'est juste pour comprendre à quoi ça peut servir. Quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, c'est typiquement les localisations, tu vois, ça se fait super bien. Il y a 36 Ouais, 600 communes en France, bah, tu peux en faire une sur chaque commune. exactement. Et tu as des variations de produits. Typiquement, je sais pas moi, Renault qui ont plein de variations de voitures, puis des variations de coloris, etc. Bah, tu peux faire une fiche pour tous ces produits-là avec toutes les variations. Et bah là, typiquement, tu vois, dans ce cas-là, c'était des vétérinaires, des pharmacies de garde plus localisation. Et en gros, le gars, son bise, c'était d'avoir un centre d'appel. Et si tu voulais le numéro de la pharmacie de garde, t'appelais le numéro et on te donnait le numéro de la pharmacie de garde la plus proche. Et en attendant, bah, eux, ils t'avaient facturé de 2 euros. Ça se faisait pas mal à une époque, ça a été gros. Enfin, il y a eu des grosses réglementations sur le sujet Mm. à cause des abus typiquement de ce gars-là. Et, euh, enfin voilà, à l'époque, c'était pas du tout réglementé, c'était un peu le Far West. Et ça se faisait à tout va. Lui, il faisait pharmacie de garde avec nous pour tester, mais derrière, il a lancé, je sais plus, une centaine de sites en content spinning. On en a fait une bonne partie avec lui. Et, et du coup, Ah, il y a bah, du pour ce business, qui hein. est Il y a du business sur des trucs comme ça. On se rend pas ah bah, compte. à Mais... fond, à fond. Là, c'est plus compliqué en ce moment parce que c'est quand même, enfin, faut un Ouais, non, mais je accord, veux dire, etc. à pour une l'époque mention. où. Ah, mais à l'époque, c'était monstrueux. Enfin, le mec, je l'ai revu 3 ans plus tard, il était à 12 millions de CA sur ce business. Enfin, c'était monstrueux. Il était à Londres, expatrié. Et du coup, première mission, content spinning, je rédige moi. Je me dis, plus jamais je rédige ce truc, c'est horrible. Et par contre, ça paye très très bien. Et du coup, ce que j'avais formé des rédacteurs, pareil, à le faire, qui m'ont bah, beaucoup beaucoup épaulé sur la rédaction de tout ça. Globalement, on a notre base client de content spinning qui s'est un peu développée. Aucune idée de comment, parce que j'ai jamais fait de pub sur le sujet. Et, en fait, pour gagner du temps, donc pour justifier, je payais honnêtement pas super bien mes rédacteurs au début, et en content spinning par rapport à ce que je vendais. Eux, ils étaient contents, à mon avis, du tarif, parce que c'était quand même 10 fois plus que sur un article normal. Par contre, moi, vu que je leur vendais 100 fois plus, bah, je faisais une sacrée marge par rapport à ma valeur ajoutée sur le projet. Mm. Bref, mais bon, c'est bise. Et, mais du coup, pour justifier un peu ces tarifs bas, entre guillemets, par rapport à ce que je facturais avec les rédacteurs, j'ai commencé à développer un mini logiciel sur Wix, encore, en JavaScript, pour les aider à rédiger. Donc ça mettait des synonymes pour tous les mots à côté, tu pouvais tester ton master spin en direct pour voir s'il n'y avait pas des phrases un peu flinguées avec des bouts d'une phrase et l'autre qui s'additionnaient parce que tu avais mal structuré ton master spin. Mm. Et du coup, bah, il gagnait pas mal de temps avec ça. Et en fait, petit à petit, et c'est là où j'ai commencé à vraiment étudier la doc de Google à fond, tous les patents, les brevets, sur le sujet de la similarité, comment est-ce que tu détectes l'information dans une page, etc. Je me suis vraiment mis sur le sujet pour développer des algos qui vont générer des textes et qui te ressortent le taux de similarité et d'unicité des textes entre eux, et surtout qui arrivent à générer les, les textes, les tirages les plus uniques les uns des autres. Et comme ça, tu es sûr qu'a priori, ils vont pas se faire striker pour contenu dupliqué. Et ça, bah, grosse valeur ajoutée aussi niveau business, parce que du coup, je vendais aux gens les textes les plus uniques. Donc, ils n'avaient même pas à faire le tirage eux-mêmes. Et c'était mon premier SaaSouné, on va dire, Mm. parce que bah, j'avais une brique logicielle dans la presta que je vendais. Et je sais pas pourquoi je me suis égaré sur ce dossier de content swinging. C'était quoi la question à la base? Non, mais on faisait le cheminement en fait de comment Oui, c'est tes ça. premiers projets en SEO, puis finalement peut-être comment tu vas arriver à créer ton SEO. Mais c'est intéressant parce que tu vois, on vient de découvrir les premiers trucs que tu as testés, les premiers petits business autour de ça, le content spinning, et finalement tout ça va nous amener à ton SEO puisqu'on va parler de création de contenu SEO grâce à un SaaS. Mais donc si on avance dans tes projets, peut-être raccrocher un peu le fil.
Mm. dans tes projets? Est-ce qu'il y a encore eu d'autres choses que tu as lancées avec tes compétences SEO, d'autres side business ou d'autres modèles de rémunération avec ces compétences? Donc, tu nous as parlé de vendre des master spin, de commencer à faire tes premières prestats SEO un peu plus comme consultant. Ouais. Tu as encore eu d'autres Après ça, projets qui sont venus en side business SEO qui sont encore ouais. actifs aujourd'hui, peut-être aussi? Actif moins, donc typiquement content spinning j'ai fermé, rédaction j'ai fermé. En fait, globalement j'ai tendu sur des modèles où j'avais le moins de coûts possible à chaque fois. Et bah, aujourd'hui, Todd, j'ai quasiment pas de coûts. Euh, et ça me plaît bien ce modèle-là où j'ai rien à sortir de trésor. Pourquoi? Parce que si jamais le business se casse la gueule et que tu as des obligations avec whatever, que ce soit des employés, des API à payer, des choses comme ça, tu te retrouves pas dans la sauce à devoir payer avec plus de sous qui rentrent. Typiquement, tu vois, là tout à l'heure, je parlais avec un gars qui avait des gros side business, et enfin, on parle de business où il avait quand même une vingtaine d'employés, mais c'était à côté de son taf principal. Et Covid frappe, moins 300 000 euros de commandes sur de la formation. Lui, il avait 22 employés à payer. Il passe de 400 000 à 100 000 de CA. Enfin, il a transpiré, il a dû fermer. Et tu vois, ça, c'était enfin, hors de question pour moi. Et du coup, bah, j'essayais toujours de développer des prestats où j'avais le moins de coûts possible. Et petit à petit, bah, du coup, j'ai fait un logiciel sur étudier ton maillage interne. Donc ça, je vendais des audits, un peu des Excel qui auditaient le maillage interne et qui te disaient, bon, bah là, cette page-là, elle n'est pas assez puissante, là, il faudrait faire un lien ici, là, un page là, un truc là. Je vendais pas mal de prestats parce que bah, je vendais mon temps, mais ça me coûte rien, en argent sonnant et trébuchant. Et petit à petit, en fait, sur ces prestats-là, j'ai eu des besoins d'aller rapidement sur, par exemple, l'audit sémantique de page. Un jour, j'entends dans une conférence que 1.fr, c'est aujourd'hui un des concurrents de TOS, se baser sur title et métadescription pour trouver ça, la sémantique ajoutée dans les pages. Je trouve ça malin. Je me dis, bon, bah, ça a l'air super simple, on va faire une extension Chrome et fait, pour pouvoir auditer directement les pages en un clic sur l'extension, tu as un score qui est très 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 basique, hein, mais ça permet d'avoir une idée. Je développe ça vraiment en local, donc extension Chrome, j'en avais jamais fait. Du coup, je fais ça sur mon ordi un peu dégueu. Je prends une vidéo, je la mets sur LinkedIn et le post explose. Enfin, c'était vraiment mon meilleur post ever. Aujourd'hui, il doit y avoir 650 likes, beaucoup de commentaires, plein de republications. Et en fait, c'est ça qui m'a lancé sur le dossier parce que je me suis dit, ok, une extension qui fait ça, vraiment éclaté sur mon ordi, ça plaît tant, les gens étaient ultra intéressés. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il y a vraiment un business à faire. J'ai mis l'extension sur le Chrome Store. Aujourd'hui, je sais pas, il y a peut-être 3000 utilisateurs hebdomadaires, donc actifs, qui cliquent sur l'extension, qui s'en servent. Elle est plus maintenue depuis 2 ans, mais il faudrait que je m'y remette, hein, c'est dans ma roadmap. Et voilà. Et du coup, à partir de ça, je me suis dit, bon, c'est compliqué de bâtir un business sur une extension Chrome quand même. On va faire un vrai SaaS avec une interface. Du coup, j'ai tout dev sur mon ordi. Et au début, je vendais des abonnements et les gens, pour avoir des requêtes, donc pour avoir des liens, en gros, sur lesquels ils pouvaient optimiser leur article, devaient m'envoyer un message sur LinkedIn. Ils me disaient, voici telle requête que je vais analyser. Moi, je prenais l'ordi, j'allais sur mon ordi, dans mon interface PyCharm, donc pour le Python, je rentrais la requête dans les paramètres, je lançais, ça me sortait un CSV, je prenais le CSV, je me connectais au VH, je mettais le CSV sur mon serveur, et j'envoyais le lien au client. Donc tu vois, un enfer de gestion. Et dès qu'il commençait à y avoir juste 5 clients qui me demandaient des requêtes 10 fois par jour, bah, c'est devenu intenable. Mais en fait, j'avais aucune idée de comment est-ce qu'on met un logiciel sur un serveur. Moi, je faisais la passerelle, et je ne savais pas comment on basculait de l'un à l'autre. Du coup, j'ai payé un mec pour mettre ça sur le serveur. Alors, attends, parce que tu es rentré là, tu as fait de transition, on est rentré dans Non. la création de Totesio, là, boum. Pour les auditeurs, on va revenir juste, premièrement, ton extension. Alors, c'est quoi le problème que tu voulais résoudre avec ton extension que tu dis, tiens, mais aujourd'hui, il y a pas des outils sur le marché qui répondaient à ce besoin. Donc, premièrement, tu peux peut-être dire juste, OK, c'était le problème que je voulais résoudre avec cette extension, c'était quoi exactement? Ouais. Alors, en gros, en tant que consultant SEO, dès que j'allais sur une page, et ce que je faisais 3000 fois par jour, je devais savoir très très rapidement, est-ce que cette page était optimisée d'un point de vue sémantique, ou est-ce que c'est une brique qu'il faut ajouter à la roadmap. Aujourd'hui, le choix que j'avais, c'était pour chaque requête, je prends le mot-clé, je lance l'analyse chez un concurrent, je prends le contenu de la page. Quand l'analyse est terminée, ça prenait 3 minutes,
je mets le contenu de la page et j'obtiens ma réponse. Un coup sur deux, c'était bien optimisé, donc j'avais fait tout ça pour rien. Et si ça l'était pas, bah, je copiais les termes, je les mettais dans la partie à ajouter à la page. Et en gros, j'avais vraiment besoin d'accélérer ça. Et en fait, ce que ça permettait, cette extension, c'était de faire aussi des démos en direct. En disant, bah voilà, j'ai besoin, quand j'ai un client en visio, je lui dis, bah voilà ton site, regarde, tac, et 3 secondes plus tard, j'avais le score d'optimisation, basique, mais qui donnait quand même une direction. Je pouvais dire factuellement, a priori, la brique sémantique, c'est quand même un point qu'il va falloir travailler. Ou bien, c'est bien de ce côté-là, on va peut-être se pencher sur les backlinks. Et voilà, donc au début, c'était vraiment une histoire de gain de temps. Ok, donc pour les gens qui écoutent et qui connaissent peut-être pas trop le SEO, parce qu'on emploie pas mal de termes déjà là, les backlinks, enfin la sémantique, tout ça. Donc en gros, dans ton job, toi, ben, un client qui vient te voir, son objectif c'est d'améliorer le positionnement de son site. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Un des facteurs qui rentre en jeu, ça va être, on va appeler ça la sémantique, c'est-à-dire la qualité de contenu qu'on va trouver sur une page. Est-ce que le vocabulaire utilisé, est-ce que, voilà, en termes de synonymes, en termes de richesse de vocabulaire, euh, ben, va être le meilleur aux yeux de Google en tout cas. C'est un peu ça l'idée. Donc effectivement, il y avait des outils comme tu en parlais tout à l'heure, one.fr, qui vont en fait analyser le contenu de la page et vous dire, bah, en fait, si tu veux te positionner sur la requête taxi-moto, je sais pas quoi, euh, Lyon, bah, en fait, il faut aussi que tu mettes tel ou tel mot-clé sur ta page. Il faut que ce mot-clé apparaisse peut-être autant de fois. Et il va analyser ça par rapport aux concurrents, etc., pour vous dire, bah, en moyenne, pour que votre page soit la mieux positionnée sur cette requête, il faudrait que vous améliorez votre texte en incluant tel et tel mot. Et du coup, toi, pour gagner du temps, tu dis, bon, ben, en fait, moi, en un clic, maintenant, je peux avoir déjà cette réponse. Est-ce que ça, c'est un élément, un des facteurs que je dois améliorer sur le site? Et du coup, bah, tu as fait le jump, c'est-à-dire tu as développé ta propre extension, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis, on a eu la transition directement. Tu as dit, bon, on a fait un premier post sur LinkedIn pour dire, bah, coucou, regardez, j'ai fait un truc qui me fait gagner du temps. Peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. D'ailleurs, ce serait intéressant de mettre le lien de ce post en commentaire. Je vais mettre un petit flag d'ailleurs, de le mettre en commentaire euh, de l'interview. Donc là, tu as un signal de marché. Donc, tu as un pain que tu veux résoudre. C'est avant, je perdais du temps à faire quelque chose manuellement. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème que moi. Tu en fais un post sur LinkedIn avec quelque chose finalement d'assez lean, quoi. C'est une première version qui est une extension Chrome qui solutionne pas encore, mais qui donne déjà une première réponse. Puis tu développes, comme tu as dit, un outil interne. Ça faudra quand même qu'on revienne sur ce point-là pour savoir comment tu as développé ça, parce que tu dis ça comme si, ouais, j'ai développé, mais tu n'étais pas développeur, donc comment tu as fait? Je développe finalement l'outil en interne, en local, sur mon PC, mon Mac, sur mon ordi pour que ça fonctionne en local. Puis tu as commencé à donner la réponse de comment ça fonctionne en réintégrant la requête locale sur ton propre PC, puis à renvoyer. Et donc là, évidemment, ça part vite en cacahuète. Mais ce qui est super intéressant, c'est effectivement, de nouveau, l'approche que tu as eue. Tu vois, c'est je pars d'une idée, je fais la version la plus simplifiée, c'est une extension. Puis j'envoie ça entre guillemets, sur la place de marché pour voir, tiens, il y a peut-être d'autres personnes qui ont le problème. Et puis tout d'un coup, là, tu t'es pris la revers de la médaille très vite à ne plus savoir suivre. Et de nouveau, cette approche est super intéressante parce qu'on voit à quel point tu te poses pas trop de questions. Tu vois, c'est la même histoire que tout à l'heure. C'est en fait, je mets le truc, on verra bien. En fait, jamais je vais être capable de répondre à toutes les demandes des gens, mais c'est pas grave. Je lance le truc. À ce moment-là, tu gagnais déjà un peu d'argent avec Tot. Tot, non, pas du tout. Enfin, la Tot n'existait pas. L'extension, c'était vraiment les prémices. Ok. Je gagnais de l'argent en consulting. Ok. Donc, si on revient sur cette étape-là, raccrochons maintenant un peu le wagon. Tu es, euh, tu en es à galérer pour répondre aux gens, à ne pas savoir comment peut-être mettre ton outil sur un serveur pour que d'autres personnes puissent l'utiliser. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure, Mm. je pense. Ouais. C'est quoi un peu les... Et peut-être tu peux nous dire quand même en 2 mots comment tu as développé, parce que tu t'es improvisé développeur ou... Ouais, bah vraiment, en fait, j'ai essayé déjà de comprendre. Donc, il y a pas mal de tutoriels sur comment faire des extensions Chrome. Aujourd'hui, avec ChatGPT, Claude, etc.,
Une extension Chrome, ça prend, je sais pas, une demi-journée. Même si tu débutes et que tu connais pas du tout le sujet, si tu es un peu motivé, c'est vraiment très très simple. À l'époque, je galérais vraiment fort fort. Et du coup, j'allais sur tous les forums que je pouvais trouver avec les mots-clés, extension Chrome, etc. Et j'essayais de comprendre comment ça se structure, qu'est-ce quoi les fichiers obligatoires, qu'est-ce qu'il faut mettre. Et voilà, vraiment, je prenais une ligne, je l'ajoutais, je voyais si ça marchait pas, j'en prenais une autre sur un forum, je comprenais pas trop à quoi servait chaque ligne. Mais en fait, en additionnant tout ça, j'ai réussi à faire un truc à peu près fonctionnel. L'avantage des extensions, c'est que quand tu les télécharges, quand tu les télécharges, elles sont stockées sur ton ordi. Du coup, tu peux essayer de regarder les fichiers, à quoi ils ressemblent. J'y comprenais rien du tout, mais je voyais à peu près la structure qu'il y avait. Et voilà, ça m'a pris peut-être une semaine à développer le truc, parce que vraiment, je n'y connaissais rien du tout. Mais voilà, c'était ça le début. Ok, excellent. Et par contre, après, pour développer le vrai SaaS, l'interface, là, je me suis formé. J'ai pris des cours Open Classroom, mais c'est tout, globalement. Et en gros, je suivais les cours Open Classroom. Ils disaient Sur un truc quoi? qui Sur une m'intéressait. techno en particulier, du coup? Bah, au début, j'avais fait HTML, CSS, JavaScript. Donc vraiment la base de la base. Donc ça, c'est pour tout ce qui est interface. Ensuite, j'avais fait Python. Et j'avais fait peut-être 2 heures de PHP. Et c'est ça qui m'a lancé. Globalement, j'avais à gauche le cours Open Classroom, à droite mon ordi avec mon projet, et dès qu'il disait un truc intéressant, j'essayais de l'appliquer, et puis je jonglais un peu comme ça entre les deux écrans. Cool. Et du coup, bon, maintenant, si on poursuit sur la suite de ce projet, là, tu fais quoi? Tu arrives pas à répondre aux demandes? Déjà, je me fais strike mon compte LinkedIn, parce que j'avais 400 et quelques commentaires de mémoire, et je devais envoyer à tous les gens manuellement le lien vers l'extension, une fois que le Chrome Store l'avait accepté, parce que déjà, ça a pris une semaine. Et ensuite, bah, je suis revenu sur le poste et j'ai dû envoyer tous les messages. Et au bout de, je sais pas, 300, je me suis fait strike mon compte. Du coup, oula. J'ai pas réussi à publier, à le récupérer avant 5-6 jours. Donc déjà, ça a fait bizarre de mon côté. Et quand je vois que l'extension démarre bien, que en fait l'usage se répand. Moi, j'ai envoyé le lien à 300 personnes et une semaine plus tard, il y avait 1000 personnes sur l'extension. Du coup, je voyais qu'il y avait une viralité qui était intéressante, qui avait sans doute un business à faire. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je fasse une interface. Je ne sais pas faire, je vais checker les cours Open Classroom. Et là, j'ai tout repris de zéro. Donc aujourd'hui, la techno n'est pas du tout basée sur ça. Mais c'est vraiment ça qui m'a lancé. Ok. Et du coup, bah, continuons un peu les next steps euh, de ton parcours, en tout cas sur la création de Totesio. On y reviendra après parce que je pense que tu avais encore d'autres side business dont on n'a pas parlé, mais on verra si on a l'occasion d'en parler. Mais ça reste toujours intéressant de voir en fait euh, l'étendue des possibilités en fait que la compétence, comme tu disais tout à l'heure, que tu as découverte en écoutant Kevin Jourdan, qui est un peu magique, c'est-à-dire je sais me positionner sur une requête sur Google, il y a du trafic, il y a des gens qui cherchent. Ben, en fait, cette compétence, elle vaut de l'argent parce que c'est en fait, on pourrait dire, c'est comme si ben, il y a des gens qui regardent la télé, tu peux être affiché à la télé au moment où les gens sont en train de chercher, de regarder. C'est la même chose en fait. C'est les gens sont en train de chercher sur l'ordinateur et tu développes la compétence de venir te mettre devant leurs yeux entre guillemets gratuitement. Donc c'est vrai que je trouve aussi que c'est une compétence qui est assez, je vais pas dire intrigante, mais elle a un côté très amusant en fait, quelque part, parce qu'on se rend compte que quand on est un peu malin, bah, en fait, il y a réellement des business pour qui bah, être visible, en fait, c'est réellement du business qu'on peut créer. Je ferme la parenthèse. Donc là maintenant, tu en es du coup à te former réellement sur le dev. Tu commences. C'est quoi du coup comment tu commences à construire Tote SEO Bah, ce qui serait la première version commercialisable ou en tout cas la première version. déjà, en fait, sur la partie dev, en plus à côté, j'avais une grosse phase où j'essayais de lire et de comprendre les brevets que je trouvais de Google sur le sujet, de la sémantique. Parce que bah, je pressentais bien que la méthode, juste regarder les titles et les métadescriptions, ça allait pas apporter grand chose. Ça te donne des pistes. Et globalement, en fait, j'ai construit un peu ma méthodologie d'aller regarder les pages concurrentes, comment les pondérer entre elles,
aller enrichir tout ça avec du contenu de Wikipédia, de forums, des choses comme ça. Et donc petit à petit, j'ai construit ma méthode. J'ai essayé de la mettre en place sur le logiciel de Todd. Et au bout d'un moment, j'avais un site qui était à peu près fonctionnel, sur lequel je ne savais pas envoyer de l'information automatiquement. Donc avec ce truc un peu magique de l'utilisateur lance la requête, moi j'ai rien à faire, ça lance l'analyse tout seul et ça la met dans la base de données. Ça, je ne savais pas faire, je n'ai jamais compris trop à l'époque comment ça fonctionnait. Du coup, j'ai payé un mec pour le faire pour moi, parce que bah, je voyais bien que ça faisait... J'ai mis peut-être 3 mois à développer la partie interface. Et, euh, et pendant ces 3 mois, bah, je gérais à la main les demandes qu'on m'envoyait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, bon, c'est des bêta-testeurs, ils me rapportent rien. Mais il faut absolument que je paye un mec pour me débloquer du temps parce qu'aujourd'hui, j'arrive plus à apprendre suffisamment vite et à développer suffisamment vite avec ces demandes. Donc, j'ai payé un gars 1000 balles. Il me l'a mis très très bien sur un serveur. Et à partir de là, ça a pu se débloquer parce que moi, j'avais plus ce temps à passer de faire tout ça à la main. Et ça m'a débloqué en fait des blocs dans mon agenda sur lequel bah, je pouvais me concentrer sur de la lecture de brevets, sur du dev, des choses comme ça. Puis en Ok. plus, à côté, j'avais toujours une mission. J'avais lancé, bah, on y reviendra peut-être, mais d'autres salles de business sur de la vente de leads dans les énergies renouvelables, sur de la vente de produits dans l'habitat. Voilà, il y a pas mal de choses qui m'occupaient. Puis mes études Ouais, aussi, accessoirement, parce que j'étais encore étudiant et pour quelques années. ouais, ben on va peut-être pas rouvrir la parenthèse de side business, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant que tu parles, comme on le voit, de l'étendue en fait des projets que tu as pu faire grâce toujours à la même compétence. C'est juste être présent quand les gens font une requête. Et effectivement, ça se monétise de plein de manières, hein. Tu as parlé de la vente de leads. Donc, ça veut dire ben, on vend des opportunités de business. Quelqu'un qui tape quelque chose, ben, on va le revendre à un prestataire qui peut répondre aux besoins initiaux. Euh, tu peux faire de l'e-commerce, c'est-à-dire vendre des produits physiques. Tu l'as teasé là avec un projet avec ton frère. Enfin voilà, il y a plein de manières. Il y a plein de manières de le faire. Tu vois, moi, je vends des pièges à taupes, tu vois, sur de la même manière. Donc, clairement, en termes de SEO, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, Et d'ailleurs, juste si je peux me permettre de rebondir là-dessus, un des trucs que j'ai appris ça m'a fait penser au piège à taupe, tu vois, c'est ta réflexion. Le, Là, maintenant, quand je lance un e-commerce avec un produit, j'ai une vraie réflexion de, OK, à quoi ressemble le pricing de ce produit-là, la structure de marge, etc. Et tu vois, typiquement, du piège à taupe, alors je sais pas du tout si ça marche pour toi ou quoi, mais moi, j'irai jamais là-dessus parce que je me dis, mais la marge est minime, concurrence énorme, alors que le produit qu'on vend avec mon frère, je peux pas trop m'étendre dessus, mais globalement, c'est un produit qu'on vend 1700 balles, euh, et on est à peu près seul sur la SERP, sur le sujet. Et du coup, il n'y a vraiment pas besoin de faire beaucoup de ventes pour rentabiliser le site web et l'achat de 500 balles de backlink. Et tu vois, avoir ces produits-là qui sont saisonniers en plus. Donc, nous, la saison été, automne, c'est la principale saison. Ça veut dire que le reste de l'année, on n'a pas de commande à gérer, on peut s'occuper du SEO, etc. Et tu vois, avoir cette vraie réflexion de, OK, à quoi doit ressembler le pricing de mon produit par rapport à ma vie à côté et à l'organisation de ce business-là, c'est une vraie réflexion à avoir et que je réalisais pas quand je me suis lancé. Je coupe mes notifications là. ouais, ouais, non, mais effectivement, hein, bah, nous, dans mon cas, c'était un peu différent si je reviens sur ce projet parce que j'étais déjà dans le secteur, il y avait déjà entre guillemets une ébauche d'activité, mais tu as totalement raison, hein, faut bien réfléchir à tous les aspects. Mais continuons parce que sinon on va perdre le fil un petit peu de la discussion. Donc, revenons vraiment sur la suite. Tu es occupé à t'as payé un dev qui t'a mis ton outil sur un serveur. Les gens peuvent faire des requêtes. À ce moment-ci, les gens peuvent utiliser quelque chose de fonctionnel. Ouais. Ils payent pas encore. T'en es où du coup dans... Il paye. Je me dis à un moment, il faut que je valide que les gens ils ont une propension à payer. Mhm. Du coup, je dis, bon, bah, à partir de maintenant, voilà, vous êtes en autonomie, donc vous payez. J'ai mis un prix un peu dérisoire, je sais plus, 39 balles par mois pour utiliser à fond. Mais moi, ça me permettait de valider que des gens étaient prêts à payer, me concentrer sur les retours de ceux qui sont prêts à payer, parce que sinon, tu développes tout et n'importe quoi. Euh, et bah, de commencer à financer un peu tout ça et à rentabiliser les 1000 balles de dev que j'avais mis à la base. Tu démarres avec combien d'utilisateurs payants là par exemple dans les premières semaines Je crois que c'était 4 ou 5, donc c'est pas grand-chose. Mais c'était des consultants SEO, donc c'était la cible.
Il y en a une qui a payé le truc annuel, donc très bien. Et, euh, et en fait, 4 ou 5, mine de rien, quand tu as pas mal d'usages, ça te fait beaucoup de tickets de support, de bugs, des choses comme ça. Et donc, c'était bien assez. Pour se lancer, c'est pas mal. Ok. Et donc tout ça, c'est juste aujourd'hui parti d'un post LinkedIn. T'as pas eu d'autres, t'as Ouais. rien communiqué d'autre jusqu'ici. Non, rien du tout. Après, je voyais que certains posts LinkedIn marchaient plutôt bien. C'était typiquement ceux où je revenais sur des stratégies SEO que j'avais mis en place pour des marques et où je détaillais comment je l'avais fait. En fait, je faisais ce genre de post et simplement avec un gros focus sur OK, comment j'ai utilisé TOT pour faire cette strat-là. Et globalement, ça prenait parce que les gens, je pense que ça plaît, ce post parce que tu apprends des choses. Tu as un peu l'impression de rentrer dans l'intimité d'une marque, tu vas découvrir des secrets sur comment que tu pourrais appliquer ou des méthodes, des strats que tu pourrais appliquer sur ton business. Et en même temps, bah, ils associaient cette découverte-là à Todd SEO. Peut-être que, enfin, ça se trouve, ils se disaient, bah, peut-être que c'est parce qu'il a utilisé Todd que ça a ranké, alors que c'est un tout. Enfin, c'est parce qu'on avait une bonne structure, une bonne navigation, un bon maillage interne, des bons backlinks et une bonne sémantique que ça rank. Mais vu que eux, leur site, visiblement, s'ils étaient intéressés, ça rank pas, et qu'ils découvrent que l'autre site pour qui ça rank, il utilise Todd, ça fait ce genre de lien un petit peu dans l'esprit. Et du coup, l'usage commençait un petit peu à augmenter à ce niveau-là. Très rapidement, je me suis dit, bon, bah, je vais pas mettre de version gratuite, je vais mettre une version basique où tu peux tester, mais à 7 euros. 7 euros, c'est pas grand-chose, c'est le prix, je sais pas, d'un sandwich à Paris. Euh, mais ça permet de valider que les gens, en tout cas que les utilisateurs que j'ai et qui me prennent du temps en support, etc., sont le type de gens qui est prêt à sortir une carte bleue. Même pour un montant minimal, mais au moins il sait taper des chiffres de carte bleue sur Internet, parce qu'il y a quand même une bonne partie des utilisateurs qui poncent les essais gratuits de tout et qui, toi, vont jamais te rapporter d'argent, juste Hmm. des problèmes. Ok. Et donc là maintenant, tu as tes premiers utilisateurs, tu débugs l'outil, tu commences à peut-être avoir de nouveaux utilisateurs qui arrivent. Comment tu fais évoluer le produit? Comment tu développes ton acquisition? Comment tu commences à faire Ouais. un peu plus de chiffres? L'acquisition, j'ai tout fait organiquement la première année. Donc vraiment, en dépenses marketing, rien, enfin peanuts. Sur les derniers mois, là, j'ai payé un peu de sponsor, mais vraiment, sur les 12 premiers mois, il n'y avait rien du tout. Sponsor, À tu veux part dire quoi par là? un article en média, sur un média. Ok. Et c'était un truc onéreux, hein, j'avais payé 2500 balles, je crois, en taxe. Ok. Donc c'était gros, Tu peux gros dire truc. où ou bien? Ouais, ouais, c'est le blog du modérateur. Ok. Euh, et en fait, c'est pas mal. Ça sert pas à grand chose, à mon avis, sur la notoriété. Par contre, moi, je pense que ça me sert pas mal en réassurance. Parce que là, tu tapes Tot SEO, tu as mon site, et ensuite, tu as le blog du modérateur qui donne son avis. Moi, j'ai rien écrit, hein, donc c'est eux qui ont testé, qui ont fait leur propre avis, et qui dit bah, que c'est un super outil, que c'est intéressant, que c'est pas cher, etc. Et du coup, bah, ça vient un peu en réassurance. Tu vois, c'est un gros média qui est beaucoup suivi. Donc, je pense que ça aide à la conversion. Ouais. Ok. Et sinon, bah, du coup, pour l'acquisition, ça a été tout organique avec mes posts LinkedIn. Très très tôt, j'ai essayé de penser à une feature qui pouvait faire que dans l'usage, il y avait de la viralité. Donc c'est assez compliqué à faire en SEO où globalement, tu essayes de pas trop communiquer bah, tes outils, tes stratégies, etc. Mais ce que j'ai trouvé, c'est peut-être pas le mieux, mais en tout cas, je pense que ça marche un petit peu, c'est le mode collaboratif de TOT. Donc quand un consultant fait une analyse, il peut envoyer la workspace à son rédacteur. Son rédacteur va rédiger, enregistrer son texte, le voir s'optimiser en temps réel, etc. Et le consultant a accès. Et en fait, le rédacteur n'a pas besoin de créer de compte. Donc, il peut envoyer ça à ses 30 consultants. Et en fait, ma réflexion derrière, c'était de me dire, OK, les rédacteurs, ils ont d'autres clients, ils ne travaillent pas que pour un consultant. Donc, si l'ergonomie leur plaît, donc j'ai vraiment pensé l'ergonomie pour les rédacteurs, si l'ergonomie leur plaît, ils vont peut-être pousser les autres consultants SEO à prendre des abonnements pour qu'eux, ils travaillent là-dessus et qu'ils aient qu'une seule interface. Je J'ai aucune idée de si ça a marché, je pense, un petit peu. Mais voilà, j'ai essayé très tôt d'avoir cette feature un peu pour avoir cette dimension de viralité et de partage dans l'usage. Et à part ça, en fait, je pense qu'un gros avantage, ça a été que quand on me demandait une feature ou qu'on me signalait un bug, j'essayais systématiquement, enfin j'essaye encore, de le résoudre, mais dans 20 minutes, demi-heure, heure max. Et ça plaisait énormément. Et du coup,
Et je voyais, dès qu'on me signalait des gros problèmes que j'ai résolvés, le lendemain, j'avais bah, un post, soit un post écrit super sympa qui disait que j'avais répondu vite, que Todd c'était génial, voire carrément un carrousel où il expliquait comment il utilisait ça pour son business de consultant. Et en fait, ça m'a vachement crédibilisé et crédibilisé l'outil aux yeux des autres, parce que peut-être qu'ils le voyaient dans mes posts, mais forcément, moi je vends ma cam, donc je vais parler de mon outil, et que d'autres en parlent et montrent comment ils l'utilisent. Ça m'a été vraiment, vraiment bénéfique en acquisition. Trop cool. Du coup, là, on en est où dans l'évolution de TOT sur la ligne du temps par rapport à aujourd'hui? Là, on est il y a un an, à peu près, un Ok, peu moins, peut-être 9 on mois. a il y a un an, combien d'utilisateurs? Qu'est-ce que ça génère comme peut-être comme chiffre, comme charge de travail pour toi à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, charge de travail assez importante. C'était quasiment devenu mon main business. À ce moment-là, j'avais pris un taf en Suisse en chargé d'acquisition. Donc, globalement, j'étais pas à plaindre niveau argent. Ça me permettait de financer aussi un peu tot. Enfin, de financer. De juste pouvoir passer du temps sans que ça Mhm. nuise à mon rythme de vie ou quoi que ce soit, même si je vis assez sobrement. Mais voilà, le salaire suisse, ça avait aidé pas mal. Et après, je suis passé à mi-temps sur ce salaire, sur ce job en Projet. Suisse. Et, euh, et comme ça me débloquait un peu plus de temps pour Tot, qui à l'époque me prenait quand même, je pense, un bon mi-temps, voire trois quarts de temps, parce qu'il y Mhm. avait pas mal de support, pas mal de bugs. Petit à petit, j'ai essayé de clean tout ça. Donc aujourd'hui, ça me prend peut-être en cumulé 2 jours par semaine, si, enfin, en termes de customer success. À l'époque, il y avait, alors il me semble qu'il y a 12 mois tout pile, et il y avait 40 utilisateurs payants, donc abonnés. Et là, en abonnés, on est à 228. Et sachant que sur le chiffre d'affaires, donc tu vois là, en ARR, donc en revenu récurrent annuel, Annuel. on est à 130 000. Et à ces 130 000 s'ajoutent à peu près entre 25 et 30 000 euros d'achat de packs de crédit. Donc ça, les packs de crédit, c'est pour ceux qui ne souhaitent pas s'abonner, qui veulent juste avoir des indices, qui vont épuiser quand ils veulent, c'est pas périssable. Donc s'ils ont un projet sur 12 mois, ils prennent un pack de 40 crédits et ils les utilisent quand ils veulent. Ok, donc concrètement, là, t'as commencé en quelle année le projet, si on revient sur la ligne du temps? Oh, il y a un an, donc en 2023. Peut-être que Ok, l'extension, ça devait être en 2022, ok. mais Ouais, fin. je me rappelle d'avoir vu ça à peu près à cette époque-là. Mm. Donc, ça, c'est un autre point que je trouve super intéressant. C'est, moi, je le dis souvent dans la création de side business, les gens sur Internet, tu vois toujours un peu le succès presque du jour au lendemain, ou en tout cas le fait de générer du revenu. On parle de revenu passif, mais on va revenir sur ce point juste après, presque du jour au lendemain. Alors qu'on voit en réalité, ben, tout ce que ça t'a pris comme énergie, tu vois, de te former, d'apprendre le code, de galérer avec, j'imagine, pas ce que tu as dû t'abuser. En tout cas, moi, c'est pas pour moi, de me casser les dents sur du code, sur des bugs, sur des trucs que t'as dû bien en chier, comme on dit. Et quasiment du full time pendant une période, en tout cas, Mm. de ta vie. Je sais pas combien de temps, mais Ah, peut-être et 3 mois. puis, en fait, peu d'utilisateurs. Donc, en fait, on a une période où c'est full time, tu gagnes pas d'argent, tu as un taf à côté et heureusement, puisque ça finance en plus, comme tu dis, ou en tout cas, ça te permet de bosser Mm. sur ton projet. Et par contre, un an après, finalement, un an, c'est pas long, on a complètement inversé le schéma. On est passé de full time à, tu me disais tout à l'heure, 2 jours semaine sur le customer success, qui est peut-être même, on va pas dire un must-have, mais presque plus un nice-to-have. Ça veut dire peut-être tu pourrais même encore peut-être travailler moins en disant bon, ben, je vais pas forcer le succès client, ou je vais déléguer une partie ça, ou mais tu continues à le faire. Et par contre, on a franchi la barre des 10 000 euros par mois de revenus mensuels avec ton projet pour 2 jours par semaine. Donc on est passé full time à pas de revenus à 2 jours semaine, 10 000 euros par mois. Et c'est ça le side business. En fait, les gens ils croient toujours que c'est tu vois, un succès du jour au lendemain. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est justement un effet levier progressif dans le temps, ou peut-être qu'un jour, je vais pas dire tu feras plus rien. Je sais pas quel est l'avenir de TT On on en parlera un petit peu après, en fonction de ce que tu as envie de raconter, parce que j'ai déjà eu des petites infos. Mais
c'est vraiment ça, quoi. Et c'est ça la magie du side business, c'est de créer ces effets leviers. Euh, Aussi, on peut en parler un tout petit peu, c'est la montée en compétences. Tu vois, le nombre de trucs que tu as appris tout au long de ce parcours de TTCO, bah, tu as appris peut-être LinkedIn, tu as découvert comment utiliser LinkedIn au profit de ton projet, tu as appris à développer, tu as appris à créer une application, une extension Chrome, tu as appris, peut-être raconte-nous tout ce que tu as pu apprendre comme compétences, comme skills, tout ce que ce projet t'a apporté, parce que pour moi, c'est super important que les gens comprennent aussi que le side business, c'est aussi c'est tellement de choses qu'on apprend en l'espace de quoi, un an et demi. Le Paul d'il y a un an et demi et le Paul d'aujourd'hui, sont plus les mêmes, quoi. Ça n'a pas grand-chose à voir, non. Et je pense que le pôle, dans 1 an et demi encore, aura, j'espère, pas mal évolué. Mais non, c'est sûr que tu apprends tout le long, et heureusement, en fait, parce que, et comme tu l'as dit, enfin, au début, j'étais en plein temps, ça me rapportait peut-être 400 balles par mois. C'était... Dit comme ça a l'air pas du tout intéressant, mais en fait, moi, je m'éclatais. Enfin, j'aurais... Même pour 0 euros, je l'aurais fait parce que j'adorais apprendre ce genre de compétences. J'apprenais, bah, tu as dit, plutôt en copywriting LinkedIn, en design un petit peu, sur comment structurer une page web, en dev, back, front, comment vendre, comment pitcher. Enfin, tu vois. Et après, Faire juste des aussi une notion. vidéos, enfin, t'as fait Ouais, des c'est ça. interviews, t'as fait plein. Ouais. Ouais. Et, et puis, en fait, je pense que le plus important dans tout ça, c'est quand même le mindset que ça m'a donné, de voir, de tester rapidement, de voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, d'essayer de cibler les retours utilisateurs que tu prends en compte et ceux que tu prends moins parce que bah, tu as un temps limité. Mais tu vois, de cibler ça, de traquer les métriques de conversion, de rétention, etc. Typiquement en rétention, tu vois, là, je sais que c'est mon prochain gros sujet parce que j'ai rien du tout de mis en place. J'ai pas d'email pour t'accueillir, j'ai pas d'email quand tu pars, j'ai pas d'onboarding, je traque même pas qui utilise l'outil, qui ne l'utilise pas. Donc en fait, tout ça, ça va me permettre de diminuer encore la rétention, la, le churn, du coup augmenter la rétention. Mais tu vois, vu que je suis tout seul, je prends les sujets un à un. Mais en fait, juste avoir conscience de tous ces aspects qui structurent un SaaS, enfin, moi, je suis tellement chanceux d'avoir appris tout ça. En plus, avec un SaaS Ce que qui a j'adore du dans ce fait. que tu dis, tu vois, de nouveau, en fait, on revient encore un peu hein, sur le même pattern, enfin, la même chose dont on a parlé. Tu vois, c'est cette capacité, en fait, à être lucide sur Pareto, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réellement important de ce qui peut-être est plus et l'est moins. Parce que tu vois, a priori, il y a plein de gens qui pourraient se dire, putain, mais bien sûr qu'il faut un email quand les gens s'inscrivent, bien sûr qu'il faut ceci, bien sûr qu'il faut cela. Il y a 1000 trucs sur lesquels ils pourraient être occupés à faire je vais pas dire du vent, mais du nice to have et pas du must have. En tout cas, pas les trucs les plus importants sur lesquels ils devraient mettre leur temps ou leur énergie. Et ça, c'est souvent aussi un problème de beaucoup de personnes, c'est en fait de pas arriver à distinguer où est-ce qu'ils doivent mettre leur énergie euh, pour pour que ça fonctionne, pour avoir du succès, pour que le projet avance, pour qu'en fait, qu'ils franchissent un peu les échelons pour en arriver à quelque chose qui, en fait, au final, quand même, leur amène du revenu, puisque sinon, tu le disais, tu t'éclates, machin, mais il y a toujours un moment donné, s'il n'y a pas de revenu, quand même, on va s'épuiser un peu. C'est cool, on aura appris plein de choses, mais on aura envie peut-être de faire autre chose, puisque le revenu reste quand même, mine de rien, quand on lance un side business, un des objectifs, hein, faut pas se le cacher. Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas encore partager donc sur le parcours Totesio. Après, j'ai pas mal de petites questions plus spécifiques, mais on a, je pense, un peu fait toutes les étapes. Ou est-ce qu'il y a encore un élément clé que toi, tu vois qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais aborder par rapport à ce projet? Non, je pense que c'est pas mal. J'ai découvert quand même que dans l'acquisition, la formation, c'est vraiment intéressant. Parce il y a un double avantage. C'est que, un, tu rentres du cash maintenant quand ils te payent la formation SEO. Et deux, à la fin de la formation, soit ils prennent pour un clown et ils te font pas confiance et tant pis. Euh, ça m'est pas arrivé, je crois. Mais voilà, ça peut arriver. Soit, en fait, à la fin de la formation, t'es crédibilisé. Eux, ils sont montés en compétence dans ce qui les intéressait avec ton outil. Donc, en plus, t'es sûr qu'ils deviennent clients parce qu'ils ont appris à faire du SEO avec ton outil. Donc, en fait, c'est du permis. Les gens, ils vont convertir direct. Ils t'ont déjà payé front une bonne somme.
derrière, ils restent fidèles parce que ça, en fait, c'est ultra précieux d'avoir des utilisateurs qui arrivent sur ton SaaS et qui savent déjà l'utiliser. Tu vois, ça, c'est la strat de Ahref, un logiciel en SEO. Ils ont un blog ultra complet Ouais, et la chaîne où YouTube tout est aussi, illustré avec comment utiliser leur logiciel pour faire ci, pour faire ça, sur tous les sujets SEO. Et en fait, le logiciel est assez cher, mais par contre, ils sont tellement bons en SEO, les articles sont tellement bien illustrés avec leur logiciel, que le jour où tu mets ta carte bleue, tu sais déjà utiliser le logiciel à 80%, et du coup, bah, tu vas pas te churn parce que tu vois tout de suite la puissance du truc, tu arrives tout de suite à l'intégrer dans tes stratégies, et c'est un peu pareil avec la formation, c'est ultra intéressant, que ce soit en termes de rétention ou de conversion. et tu jamais envisagé, du coup, ce que je sais que tu as fait, bah, on en discute pour Side Business Facile, je sais que tu as travaillé pour un des plus connus qui est Live Mentor. Tu t'es jamais dit, en fait, je vais faire une formation gratuite sur YouTube euh, Si, qui c'est un projet. pourrait être super virale en réalité, parce que je suis sûr que si tu fais le même contenu, entre guillemets, que les gens payent cher ailleurs, gratuit, tu vois toujours cette notion de, je sais pas si tu vois un peu Alex Hormozy, il dit toujours, euh, en gros, de monter le niveau du gratuit au-dessus des concurrents, tu vois, et en fait, tu n'as plus de concurrence à un moment donné. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que tu fais le même contenu gratuit, tu vois, à un moment donné. Et donc, je pense que toi, il y a un vrai sujet là-dessus, Ah, c'est clair, finalement, c'est en clair. termes Après, c'est du d'acquisition. temps. C'est du temps. Mais c'est un de mes projets de faire une grosse formation SEO sur YouTube, avoir une chaîne un peu de référence sur le Mm. sujet. Mais voilà, c'est du temps, c'est sûr. Et puis en fait, j'essaye quand même que tout ça, ne pas me laisser trop plonger dedans et que bah, ça serve ma vie d'à côté de faire plein de sports, travailler ma relation avec mon amoureuse, travailler des voyages, des choses comme ça, et que ça ne prenne pas tout mon temps. Et ça, typiquement, tu vois, c'est un projet que j'ai dans le coin de ma tête depuis super longtemps, mais va falloir que je prenne un accompagnement, que ce soit pour le montage ou quoi, parce que sinon je sens que ça va me bouffer un temps monstre. Mm. Ouais, je sais de quoi, je sais de quoi on parle là-dessus. Euh, donc, on a parlé de TCO. Là, j'aurais des questions un peu. C'est vrai que toujours sur Tot, mais de manière générale aussi, un peu sur le side business. Tu vois, on a déjà parlé de pas mal de petites choses, mais euh, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté en fait, tous ces projets, tous les side business que tu as pu lancer c'est quoi les. Tu penses que ouais, la chose la plus importante que ça t'a apporté aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est ma liberté de pouvoir faire ce que je veux et un peu suivre ma curiosité et surtout ma motivation du jour. Si un jour je suis motivé pour bosser sur un projet, je fais ça. Si je suis pas motivé, je le fais pas et je vais faire de la montagne, je vais faire du vélo. Et en fait, cette liberté-là, enfin, j'ai essayé d'être employé, hein, mais ça me va pas du tout. Même si je suis un employé super libre, et bah, je vois bien que ça frustre le N+1. Quand je dis bah mardi, j'ai pas envie de venir, je vais au vélo, bah tu vois, ça passe pas. Et là, aujourd'hui, j'ai cette liberté-là. Je le fais pas tous les jours, forcément, parce qu'il faut quand même délivrer. Mais pouvoir faire des activités qui me plaisent quand j'en ai l'envie, et que si j'ai envie de bosser le dimanche, je bosse le dimanche. Si j'ai pas envie de bosser le mardi, je bosse pas le mardi. Et bah ça, je pense que c'est vraiment le plus précieux. Et je pense que, enfin, mine de rien, l'argent, c'est bien, ça débloque pas mal de trucs. Mais je pense que la majorité des gens qui lancent leur side, c'est aussi parce qu'ils sont frustrés de devoir suivre toujours un agenda. Ouais, ouais. Euh, Ça me fait rebondir peut-être, tu sais quoi aujourd'hui, je vais pas dire ta journée parce que tu vois, il y a pas de journée type, mais peut-être ta semaine type. C'est quoi entre bosser sur le produit, bosser sur le client, bosser sur l'acquisition, bosser sur d'autres projets. C'est quoi un peu une semaine type aujourd'hui sur l'ensemble de tes activités? S'il y en a une. Tellement dur. C'est tellement dur. Tu vois, cette semaine, il pleut, je vais pas mal bosser. Là, je prépare la formation de Live Mentor V2. Du coup, ça me prend du temps. Je développe des nouvelles fonctionnalités parce que j'ai eu pas mal de calls avec des prospects, des clients qui étaient intéressés et où j'ai envie d'améliorer un peu leur workflow. Mais à côté de ça, semaine prochaine, s'il fait beau, euh, je vais aller kiter et je ferai que du customer success pour répondre aux mails et du debug. Et je ferai rien sur l'acquisition, la rétention, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ultra différent. Et je t'avoue que ma semaine type, elle dépend plus des conditions météo que de
que d'autres choses. Après, c'est sûr que j'ai toujours des blocs un peu obligatoires. Tu vois, typiquement, les posts LinkedIn, ils se font pas tout seuls. Faut que je réfléchisse à, OK, qu'est-ce que les gens ont déjà lu 1000 fois, qu'est-ce que je peux apporter comme Parce valeur que ajoutée. t'es pas mal actif sur LinkedIn là pour l'instant. Ouais, ouais, bah j'essaye avec la rentrée, d'augmenter un peu le MRR là. Pardon, encore une notification. Je pars en Asie un an en octobre. Et du coup, j'essaye là de gonfler un peu le MRR pour être bien tranquille là-bas. Et enfin, non pas que je compte dépenser 10 000 balles par mois en Asie, mais tu sais, ça fait toujours un petit matelas de sécurité. Hmm. Et du coup, ouais, j'essaye d'être un peu actif sur LinkedIn. Et en fait, je vois que tu sais, juste être un peu régulier. Globalement, les gens, ils connaissent ta tête. T'as un peu cette dimension parasociale où eux, ils te connaissent. Toi, tu les connais pas forcément. Mais, euh, mais quand tu t'adresses la parole, tu vois que tu as déjà un peu leur confiance. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, ils sont beaucoup plus honnêtes dans les retours qu'ils te font. En même temps, bah, quand il y a un post un peu naze, ils te le disent. Donc ça, c'est cool. Quand il y a un post bien, bah, ils commentent, ils like, et puis ça aide. Et en fait, être présent régulièrement, je pense que c'est vraiment un gros, gros hack que j'ai eu un peu inconsciemment au début, parce que je publiais pas mal sur LinkedIn. Et c'est clairement une des clés majeures du succès de la réussite de Todd. Ah ouais, ben là je suis cordé moins bien chaussé là-dessus. C'est parfois compliqué, je pense, qu'à moi perso, quand j'ai aussi pas mal de projets, tu vois, de side business à gérer. Et parfois, arriver à être régulier sur des choses, alors qu'en fait, dans le day-to-day, c'est comme toi, c'est un jour tu fais ça, un jour tu fais ça. Enfin, ouais, il n'y a pas deux Mm. semaines qui se ressemblent. Et dans ce chaos, arriver à mettre des choses qui, par contre, sont très carrées, très régulières, c'est parfois contre nature, en fait. En tout cas, moi, pour moi, puisque ma nature n'est pas de fonctionner en routine, en truc, tu vois, en truc très carré. Ouais. Ouais, puis je vois que, enfin, même niveau motivationnel, il y a quand même pas mal de cycles où tu vois, enfin, je connais pas tes sides, mais en tout cas, moi, c'est un peu toujours le même schéma où ça marche bien, puis ça plateau, un peu baisse de motivation, puis je me dis, allez, vas-y, on va remettre une couche, puis du coup, ça réaugmente, puis replateau, et puis du coup, vu que tu as passé pas mal de temps sur celui-là, t'en as un autre qui décline un petit peu, du coup, tu te remets dessus, et c'est pour ça, en fait, je jongle pas mal, et puis j'essaye d'aller sur le side qui me motive cette semaine. Et puis c'est toujours un peu la même chose, tu vois, Tot, je lance une nouvelle fonctionnalité, forcément, il va y avoir des bugs, du support, des tickets, du coup, je le fais jamais euh, avant de partir une semaine en Alpi. Ouais. Je le fais quand je sais que j'ai une semaine où je vais être là pour répondre aux bugs, pour corriger tout ça. Donc j'essaye d'être un peu régulier. Et du coup, bah, je vais avoir une semaine dev, puis une semaine acquisition, puis une semaine whatever, repos. Et voilà. Ouais. Cool, bah, je suis en train de regarder un peu, tu vois, les notes, si j'avais encore des questions vraiment que je voulais te poser. Alors, pour les auditeurs, il va y avoir aussi une version, d'ailleurs, je répéterai ça un peu en intro aussi, mais il y aura une version aussi écrite en fait de cette interview où en fait on va aller encore plus loin que ce que vous avez entendu, puisqu'on va, euh, Paul va nous partager les screenshots, les outils qu'il a utilisés, euh, voilà, toutes les choses vraiment très concrètes qu'on peut pas vous montrer dans une interview comme ça se retrouveront en commentaire de la vidéo dans une édition écrite dans la newsletter de Side Business Facile. Euh, Est-ce que toi, donc je regarde un petit peu dans les dernières questions pour clôturer. Donc on a parlé un peu de choses quand même déjà concrètes, hein, les revenus, les projets, ben, ton projet de voyage, un peu ton organisation, ben, on a vu que finalement ça reste assez freestyle. Euh, Si toi tu devais recommencer maintenant, tu pars de zéro, tu as tes compétences, il n'y a pas de SEO, tu dois recommencer de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, je pense qu'un des gros enseignements de TOT, c'est que les gens s'en foutent de la stack technique. Donc, tant que ça marche et qu'il y a des résultats derrière, c'est bien. Donc, typiquement, tu vois, moi, c'est une coque WordPress avec du Python sur un autre serveur. Enfin, c'est pas un truc conventionnel pour un dev, mais ça fonctionne. Et, et du coup, voilà, je repartirai sur, ok, tu veux faire un biz, tu mets sur le truc que tu comprends le mieux et sur lequel tu es capable de délivrer le plus vite possible. Peu importe que ce soit un Wix, un WordPress, un site from scratch ou quoi.
Je pense que voilà, cette vitesse de prod, déjà, c'est ultra important. Mhm. Si je devais recommencer vraiment de zéro, tu vois, j'ai fait beaucoup, beaucoup de posts LinkedIn. Et en fait, LinkedIn ou n'importe quel réseau social, pardon, c'est un peu un panier percé. Pour maintenir la roue en train de tourner, il faut faire du contenu, il faut se renouveler. Et tu capitalises rarement sur les contenus que tu as fait dans le passé. Évidemment, tu gardes la confiance des gens, le fait qu'ils te connaissent. Mais à part ça, tu capitalises assez peu. La durée de vie d'un post, je sais pas, ça doit être 24-48 heures max. Et du coup, tu as à reprendre tous ces posts-là, je les transformerai immédiatement en articles de blog pour aller essayer de lancer la roue du SEO sur lequel, en fait, bah, on l'a dit, c'est ultra bénéfique. Euh, Tu crées une fois et les gens peuvent le trouver pendant 10 ans, 3 ans, 5 ans, ton contenu, si c'est toujours pertinent. Donc je pense que exploiter ce que je vais faire sur les réseaux sociaux pour du résultat court terme et tout de suite l'intégrer dans une stratégie un peu plus long terme, euh, je mettrai ça dès le début en place Mhm. et miser. Ouais, enfin, franchement, un truc qui a bien marché sur Todd, c'est la vitesse de production des nouvelles features. Ça plaisait, ça crédibilisait. Et donc, je miserais là-dessus. Tu vois, je ne lancerai pas un projet si je sais que j'ai pas moyen d'être vraiment concentré dessus dans les 2 prochains mois. Et voilà, se trouver un bon créneau de temps où tu sais que ta motivation, elle va être au max. Je sais pas, moi, les 2 mois d'été où il fait soleil, où tu n'es pas trop non plus sollicité pour aller sortir. Mais voilà, se lancer vraiment full time et récolter les fruits assez rapidement parce que c'est ça qui va les garder motivés. Et petit point sur le pricing, c'est ultra dur, je trouve, de motiver les gens à s'abonner. Je sais pas si c'est la culture française particulière. Euh, Après, bon, on est OK niveau abonnement, tu vois, il y en a pas mal sur TOT et on utilise tous des abonnements. Mais globalement, je trouve ça beaucoup, beaucoup plus compliqué de motiver quelqu'un à sortir une carte bleue pour un abonnement à 19 balles que le faire payer 120 balles une fois, ou 100 balles. Du coup, je commencerai, même si effectivement bah, c'est moins sexy de ne pas avoir de revenus récurrents, de ne pas avoir une vision à un an de combien ça va te rapporter, et bah, ce truc de dire t'achètes en one time un pack de crédit ou bien du lifetime, ça te permet de récolter beaucoup plus d'argent à court terme et de valider beaucoup plus rapidement que les gens ont un vrai intérêt. Parce que bah, des fois, tu vas vendre, tu vois, les stats que j'ai pour TOT, c'est que les packs de crédit sont littéralement 10 fois moins intéressants qu'un abonnement. Et pourtant, ça se vend à balles. Là, début septembre, j'ai fait 2 emails marketing. Ils ont fait 6000 balles en cumulé de CA. Et c'est à 80% des packs de crédit. Et pourtant, enfin, c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant. Mhm. Mais les gens n'osent pas trop s'abonner. Et ça, on a trop envie de rentrer dans le revenu récurrent. Et en fait, des fois, ça va juste nous bloquer. Bah, écoute, tu me donnes des idées là pour mes projets perso, pour tester des choses. Euh, parce que c'est vrai que ce côté revenu récurrent, ça a toujours un côté un peu rassurant, même si en fait les gens ils peuvent arrêter quand ils veulent, hein. Donc en réalité, Mm. c'est récurrent tant que tu dis, tu mets l'énergie, que les gens sont là et voient que ça bouge aussi. Euh, donc si toi tu devais dire, tu pourrais, si je te pose la question, c'est quoi, quel était ton meilleur hack ou l'élément qui selon toi a fait toute la différence? Quoi serait quoi? C'est la rapidité d'exécution et de répondre aux besoins des users sur des nouvelles features, sur des questions, sur tout ça? Ouais, c'est ça. Être ultra réactif, c'est très fatigant, mais sur les premiers mois, c'est vraiment essentiel. Et puis, bien être clair sur le type de user que tu veux écouter, parce que tu veux pas le rédacteur qui va se désabonner dès qu'il a plus de mission. Typiquement, tu vois, pour Todd, moi j'ai envie d'écouter majoritairement le consultant qui reste abonné, qui paye 70 balles par mois et, et qui se sert de l'outil quasiment tous les jours. C'est celui-là que je vais écouter. Et pourtant, bah, Mhm. proportionnellement, c'est pas celui qui m'envoie le plus de retours. Donc voilà, Mhm. faut être assez, assez clair. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Est-ce que tu leur conseillerais de se former au SEO, de se lancer dans cet univers, de créer un SaaS? Quels seraient les conseils que toi, tu as envie de donner des gens qui nous écoutent, qui sont encore dans une phase, ils ont envie de faire un truc, ils ont envie de créer un side business, ils ont peut-être un taf, mais ils sont un peu perdus, ce qui est beaucoup le cas de beaucoup de gens, en fait. Ouais, bah, 2 choses, c'est que déjà, il y a quand même de la place pour tout le monde. Enfin, moi, j'étais assez étonné de l'adoption de TOT et j'ai l'impression que, enfin, peu importe l'univers dans lequel tu es, tu auras de la place, tu auras des gens qui sont frustrés par d'autres logiciels, par les autres solutions. Il faut prendre ces gens-là, avoir les features qui conviennent, qui répondent à ces besoins-là,
Et du coup, déjà, pas craindre trop la concurrence. Mhm. Si ça marche pas, bah, c'est juste que tu n'auras pas répondu à un bon besoin, mais c'est pas grave, tu vois, ça, tu peux lancer autre chose. Et je pense que pour me lancer, enfin, avoir une compréhension de comment le code fonctionne, pas forcément savoir programmer, mais comprendre les logiques derrière, une requête qui est envoyée à un serveur, qui est renvoyée à l'interface, et blablabla. Juste avoir une idée de comment ça marche, en fait, ça te débloque plein de choses. Et je pense que je commencerai par là, une formation, whatever, Open Classroom, Live Mentor, Le Wagon, École 42, juste comprendre comment ça marche. Et puis, ship faster, hein. Enfin, Et vraiment, quoi, lancer un SaaS, ce serait ton conseil là sur les ah ouais, prochaines je années? pense. Tu penses que c'est le truc pour un débutant à faire? Ouais, parce que c'est tellement simple de trouver des idées de n'importe quel truc qui te frustre, mais qui te frustre vraiment et que tu pourrais potentiellement résoudre avec un SaaS. Enfin, tu vois, on a tous 1000 problèmes par jour. On n'est pas à plaindre, hein, forcément, en Europe, mais dans notre taf du quotidien, tu es sûr de trouver des problèmes que les gens sont prêts à payer. Alors qu'en SEO, bah, tu peux construire un business et puis à la prochaine update de Google, tu te fais évincer parce que tu avais mal fait un truc. Et c'est quand même moins sécurisant qu'un SaaS où tu as constamment des feedbacks utilisateurs. Alors que, je sais pas moi, un site d'affiliation, Amazon décide de réduire ses commissions, bah toi t'acceptes et puis juste voilà, t'as ton CA qui est divisé par 3 puis tu lances autre chose. Hmm. Alors qu'un SaaS, bah, t'as toujours ta base de code, tu peux pivoter, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux le revendre aussi, ton projet. On va vendre. Tu peux, parce qu'on oublie ça aussi, hein, on peut créer quelque chose et puis aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, euh, si on parle de Tot SEO, ça fait 10 000 € de revenus récurrents, un peu plus même. Mm. Bah, c'est un projet qui peut se revendre et qui peut beaucoup plus facilement parce que c'est des projets Ah bah, ton site. qui attirent des investisseurs de par ce côté revenu récurrent. Même s'il est un peu dépendant de toi aussi, peut-être, je sais pas. C'est le principal problème, tu vois, pour revendre Tot. Les multiples sont intéressants. Tu fais du 36 fois le revenu mensuel ou 3 fois le revenu annuel. Et en fait, l'avantage du SaaS, déjà, c'est que tes revenus, c'est quasiment ton chiffre d'affaires parce que t'as pas de coût, sauf si tu dépenses à balle en marketing. Mais globalement, pour Todd, c'est quasiment le revenu, c'est quasiment le chiffre d'affaires. Et donc déjà, ça c'est hyper avantageux, c'est que c'est des gros multiples. Mais par contre, sur Todd, effectivement, vu que je suis un peu la tête de gondole et le principal canal d'acquisition est de très loin, bah forcément, je pense qu'un acheteur, il n'a pas trop intérêt à me racheter à 100%, tu vois, il a intérêt à me racheter à 80% et dire les 20% restants, on te met les ressources qu'il faut, mais par contre, tu continues à communiquer dessus à balle, parce que sinon, on n'a plus d'acquisition. Hmm. Donc ça, je l'avais pas noté, tu vois. Mais si je vais faire un SaaS dans l'objectif de le revendre, je m'arrangerai pour que ça soit pas trop dépendant de moi. Et petit hack, Ouais, c'est vas-y. vraiment sournois, mais si jamais vous voulez vendre un SaaS, j'ai une expérience d'un gars qui vendait un SaaS, et l'acheteur potentiel a mis comme argument sur la table pour baisser la valo, parce que c'est un peu le jeu de la négo, euh, j'ai regardé sur Ahref combien de fois ton nom de marque était tapé, vs tes concurrents. C'était 10 fois moins, donc tu as peut-être 10 fois moins de visibilité, 10 fois moins de part de marché, donc t'es pas non plus un gros SaaS, je vais pas te racheter 500 000. Euh, et ça, en fait, c'est super facile à trafiquer, et si tu sais que tu as comme objectif de vendre, alors, soit tu as la méthode ultra sournoise où tu manipules les recherches, du coup tu gonfles ton volume de recherche sur ta marque, ça c'est un peu border. Mais par contre, structurer tes posts LinkedIn, tes posts YouTube ou quoi que ce soit, dans l'optique que les gens tapent ta marque sur Google. Donc par exemple, juste tu mentionnes ton SEO, mais tu ne mets pas de lien dans le post ou des choses comme ça. Bah, tout ça, c'est des mini-hacks qui petit à petit vont augmenter vraiment ton volume de recherche sur ta marque et éviter ce genre de désagrément avec un acheteur potentiel qui te dit bah en fait personne tape ta marque, t'es pas connu. On est passé très vite, mais je trouvais quand même le point intéressant. De nouveau, pour un peu quand même que les gens se projettent, de nouveau sur la création de side business, l'effort, l'énergie que tu as pu mettre pendant tout un temps pour pas grand-chose, pour arriver à un niveau de revenu bah, qui fait que tu peux avoir un revenu où ça peut être ton seul job et d'en vivre tout à fait correctement, même très bien, hein, avec 10 000 € par mois, à la valeur en fait que si tu devais le revendre demain, tu as parlé de 36 fois le revenu, enfin, euh, Mensuel. mensuel. Donc, on parle quand même de 305, allez, 350 000 €, voire un peu plus sur base des chiffres que tu as donnés, donc 3 et 400 000 €.
Donc c'est ça aussi la magie du side business, parce que souvent les gens ils ont une image de side business égale petit business égale gagne petit. Non, en fait, tu peux partir de j'ai un job, je commence à créer un truc sur le côté, je passe putain de temps à travailler, mais je gagne rien. Ah, progressivement, je gagne. Ah, pourquoi pas, je revends mon produit, notamment les produits numériques aujourd'hui sont super attractifs pour les investisseurs parce qu'ils amènent une certaine récurrence avec, comme tu l'as dit, des effets leviers, avec peu de charges, peu de coûts. Et donc, c'est des projets qui sont super intéressants à acheter sur des plateformes comme Dotmarket. Tu as parlé de Kevin Jourdan en introduction. Dotmarket qui est aussi partenaire de Side Business Facile, qui est la plus grosse plateforme de revente de sites digitaux en francophonie. Donc ça aussi, c'est une belle perspective pour toi dans le cadre de voyage, de profiter de la vie ou de te donner le temps de relancer d'autres choses. C'est une porte possible. D'ailleurs, je ne sais pas, toi, comment tu vois Totesio dans les prochaines années? Tu imagines encore plein de développement ou est-ce que tu as atteint un peu vers le gros des Franchement, features, ce que tu veux développer? Comment tu vois le futur de ce projet? il y a encore pas mal de choses à faire, que ce soit sur le tracking et le suivi d'impact de tes optimisations. La phase un tout petit peu en amont sur, OK, on te conseille telle requête, des choses comme ça, en te connectant à la Search Console. Mais c'est sûr que j'ai pas envie d'en faire un tool à la SEMrush. Mais par contre, il y a des très bons partenariats à faire. Typiquement, tu vois, depuis TOT, tu renvoies à une plateforme de netlinking, parce que bah, quand tu fais un contenu, souvent tu vas avoir besoin de le pousser avec des backlinks. Ou bien tu le renvoies, tu te connectes à un SaaS qui fait de la création d'articles par IA, si tu veux faire ton ébauche. Ou bien un autre SaaS, tu le connectes et ça transforme ton article en post sur les réseaux sociaux. En fait, il y a plein d'intégrations, de briques que moi qui ne m'intéresse pas à développer, mais qui sont pertinentes dans le cadre d'une stratégie globale de SEO. Donc, tu vois, tisser ce genre de partenariat, je pense que c'est un peu ça l'avenir de Todd. Et pour aller être mutuellement bénéfique, parce que les gens qui achètent des backlinks ont probablement besoin de contenu, et moi, les gens qui ont du contenu ont probablement besoin de backlinks, donc tu vois, il y a des échanges à faire comme ça. Hmm. Ok, cool. Et si vous voulez me racheter et que vous proposez beaucoup, n'hésitez pas à me contacter, on peut en Ok, bah, discuter. on a lancé l'appel. Euh, super. Bah, écoute, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Je regarde si j'ai encore des questions qui seraient importantes qu'on n'aurait pas encore posées, mais je pense qu'on a parlé. Quel est le meilleur conseil que tu as envie de donner à ceux qui se lancent? Je pense que tu as répondu. Passer à l'action, se former au code, peut-être élancer un SaaS. Est-ce que si je devais inviter quelqu'un qui a lancé un side business, tu aurais quelqu'un à recommander, toi, que tu connais dans ton entourage? Moi, j'aime bien le travail qu'il fait Arthur de Villecourt avec Lucide. Je trouve que c'est un bon taf. Tu vois, il a fait son taf, son SaaS de détection de contenu par IA. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein, j'ai même pas testé. La techno m'intéresse un peu, j'ai regardé comment faire les détecteurs, etc. Mais je trouve qu'il fait un bon taf et à pas être trop pushy sur le sujet, mais en même temps, il l'évoque et puis on l'associe à cette marque-là. Et puis la montée à côté de plein d'autres side business, d'un podcast, d'affiliation, de formation. Et donc je pense que ça peut être un profil intéressant. Super. Et comment est-ce qu'on peut te suivre ton travail, ce que tu fais? Ouais, bah, Où est-ce que tu veux qu'on envoie les gens? LinkedIn, Twitter, c'est les deux où je publie pas mal. Et puis si c'est pour des questions précises sur l'outil, bah, dès que les gens s'inscrivent, je file mon WhatsApp et puis comme ça on échange direct. Ok, super cool. Euh, Après, je n'ai pas préparé cette question. Je vais pas faire comme, je sais pas si tu vois Mathieu Stéphanie, il dit toujours quel est le meilleur deal que tu peux proposer à nos auditeurs qui Ok. voudraient tester Totesio. Bah, on n'a pas préparé la question, mais on mettra en commentaire peut-être quelque chose pour ceux qui ont écouté jusqu'ici Ouais. et qui auront envie de tester Totesio. Ou en tout cas, si vous rejoignez Side Business Facile, ben, sachez que là, on a une collab avec Paul pour vous permettre de tester l'outil. Il y a des gens dans la commune qui l'ont testé. Je ne sais pas à quelle fréquence ils l'utilisent. En tout cas, je sais qu'il y a des gens Ok. qui ont testé l'outil pour leur projet, notamment en location de site web. On en a un petit peu parlé. Ben Mm. voilà, en tout cas, merci Paul. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Toi, tu veux terminer sur quelque chose pour ceux qui nous écoutent ou qui voudraient se lancer dans le side business? Bah, je pense que juste faut se lancer, hein. Que ce soit dans le SaaS ou dans l'autre, enfin, affiliation, il y a pas mal de partenariats à faire dans tous les sens, que ce soit pour
revendre du lead ou quoi que ce soit. Franchement, il faut juste se lancer, puis après, tu crées un peu ton propre momentum, et puis c'est vraiment une belle aventure. Super. Ben, merci Paul. On se retrouvera dans la version donc écrite en long et en large où on va revoir Ouais, le parcours de Totesio avec vraiment les outils, les étapes, tout ça de manière ultra concrète pour celles et ceux qui voudraient, pourquoi pas lancer un SaaS. Vous aurez encore plus d'exemples, d'outils, de choses ultra activables pour même vous lancer. Et puis on va retrouver aussi Paul sans doute de temps en temps sur cette chaîne pour parler d'ailleurs enfin, sur la chaîne YouTube, ce qui sera diffusé en podcast, mais également sur la chaîne YouTube. On va le retrouver aussi pour d'autres types de contenus prochainement. Et puis poursuivre ses aventures, parce que pour terminer, on n'a pas parlé, mais je sais que Paul est en train de lancer d'autres projets aussi. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler prochainement, des nouveaux projets qui, je lui souhaite en tout cas, seront autant de succès que Totesio. yes. Merci Paul encore. Écoute, bonne continuation et à très bientôt pour la suite de tes Merci aventures. beaucoup. Merci.